Benoît Saint-Denis dans une cage, automatiquement, ça promet des étincelles. À Paris, il est à 2 victoires, 2 bonus. Cette fois-ci, il sera en combat principal contre le vétéran Renato Moicano qui affiche 6 finalisations sur ses 7 dernières victoires. Il n'existe pas un monde où ce combat est ennuyeux. Il y a une raison pour laquelle l'UFC fait confiance à ces gars pour clôturer le 3e UFC Paris face au meilleur public au monde. Bienvenue dans cet épisode du Game Plan. On vous analyse ce combat avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Hey Brian, première question classique. Qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Ce qui m'intéresse, le 4e et 5e round. Ah. Ce qui m'intrigue, je pense comme beaucoup, voir un petit peu quel Benoît Saint-Denis on va avoir, si on va avoir un Benoît Saint-Denis 2.0. Mm-hmm. Et voilà, ouais. Ouais, moi c'est les deux points, les deux gros questionnements. Ouais, je te rejoins. Je pense que je vais plutôt donner ma réponse en cours de podcast pour pas trop spoiler, mais ça rejoint un peu ton intrigue. On va analyser ce combat après notre Tale of the Tape. Classé 11e, Renato Moicano cherchera sa 20e victoire professionnelle contre Benoît Saint-Denis dans son 17e combat à l'UFC où il affiche un palmarès de 11 victoires pour ses 5 défaites en carrière. Sa ceinture noire de Jiu-Jitsu se reflète sur ses victoires avec 10 par soumission, 1 par ground and pound pour un taux de finalisation de 58%. 13-2, c'est le palmarès de God of War, une place derrière le Brésilien. 5 victoires pour 2 défaites à l'UFC, BSD a un impressionnant taux de finalisation à 100% avec 4 par KO, 9 par soumission. Intensité, c'est le mot qui représente ce combat, particulièrement Benoît Saint-Denis qui touche ses adversaires 5,7 fois à la minute avec une précision de 54%. En échange, il se fait toucher discrètement sous 5 fois à la minute avec une défense à 42%, ce qui indique ce côté éteindre ou se faire éteindre. Ces statistiques élevées se retrouvent aussi dans sa lutte avec en moyenne 4 tentatives d'amener au sol par round pour 37% à succès. Sa défense s'élève à 69%. Le Brésilien n'a pas les stats offensives du Français, mais il reste dans la moyenne haute. 4,38 frappes qui touchent à la minute avec une précision de 48% contre 3,68 encaissés grâce à sa défense à 60%. Niveau lutte, il tente près de 2 amenés au sol par combat de 15 minutes avec un succès de 45% et une défense à 72%. Renato Moicano est sur un super beau run. Après avoir étranglé Alexander Hernandez en 2022, il perd à la décision, prenant le short notice contre Rafael Dos Anjos. Depuis, il est sur 3 victoires consécutives avec un étranglement sur Riddell, une décision sur Dober et son TKO contre Turner à l'UFC 300 en avril dernier. Benoît Saint-Denis avait éteint Miranda devant son public en étant le tout premier Français à combattre à l'UFC Paris. Quelques mois plus tard, il surprend le monde entier en éliminant Bonfim, remet les couverts à Paris en submergeant Thiago Moises et quelques semaines après, il éteint les lumières de Matt Frevola au Madison Square Garden. Sur ce run, il obtient un gros step-up mérité et une place de co-main event à l'UFC 299, mais il tombe au 2e round face à Dustin Poirier. Notre communauté a voté, on a battu les records, là 2000 votes sur ce combat et on a une très large majorité qui voit une victoire française pour finir notre UFC Paris 3. 89% ont pronostiqué Benoît Saint-Denis et 93% seront pour lui et le supporteront dans ce main event. Du coup, on va... 93, ouais. Ah ouais, comme quoi, ce qu'on voit sur Twitter et tout, j'avais pas envie d'en parler, mais voilà, il y a comment on dit, la majorité silencieuse. La majorité silencieuse a voté sur Fight Minds. Ok, décrivons Renato Moicano. Premier truc que je vais dire qui m'indique que ce combat devrait vraiment être ouf, c'est qu'il est durable. Il faut vraiment le sortir du combat pour avoir la paix. Dans sa défaite contre Rafael Dos Anjos, il se fait submerger, il prend un knockdown dans le 4e round, mais son meilleur round, c'est le dernier. 2 juges le lui donnent. Alors je sais, on a déjà eu cet argument ici. Quand tu es Rafael Dos Anjos, tu prends les 4 premiers. Voilà, tu veux pas prendre trop de risques dans le 5e. Ça laisse une porte ouverte aussi à l'autre de bien revenir.
Cela étant, vu la structure du combat, je trouve ça assez impressionnant que Moïcano fasse son meilleur round dans la dernière reprise, alors qu'il avait pris le combat en short notice, qui plus est. Et pareil, dans son dernier combat, il prend un middle et un front en tout début de combat, ça le plie en deux debout. Il prend un gros knockdown tout à la fin. Ok, Turner aurait pu suivre et ne pas le laisser reprendre, mais encore une fois, il revient dans le deuxième round, il gagne. Voilà, maintenant je vais te laisser la parole. Décris-moi un peu Moïcano. Ah bah durable, hein, tu l'as dit, je pense que c'est vraiment quelque chose de réaliste. Pour moi, c'est un excellent jiu-jitsuka. Ouais. Un peu sous-coté sur son jiu-jitsu. Mais en tout cas, si vous le regardez travailler, vous voyez que les passages de garde sont de très haut niveau Mm-hmm. quand on le voit faire. C'est un gars qui est relativement complet. Je pense qu'il est lui aussi un petit peu amoureux, tombé amoureux de son striking. Et je crois qu'il a fait un petit virage après sa défaite contre Fiziev, Ouais. où il y a eu un choix stratégique qui était un peu étonnant. Et ce virage, c'était de pouvoir aussi revenir à ses fondamentaux et s'exprimer au sol. Mm. D'où ces ces dernières victoires, hein, parce que je pense que ah bah tu vois, après Fiziev, attends, Fiziev c'était quand? ça remonte déjà il y a un petit temps. Ouais, c'est remonte, hein. Mais tu vois, après Fiziev, ouais, Jay Herbert, c'était une démonstration de grappling quand même. Ouais. Chez Zuper, j'ai pas regardé. Hernandez, étranglement arrière. Il se bute à Rafael Dos Anjos, qui est... Enfin, je regardais ce combat-là, je me disais, putain... Enfin, Il était RDA, affûté. Ouais. c'est quand même... Tu vois, il sera peut-être... Enfin, ça reste le top niveau. Le mec, il est en haut, quoi. C'est hallucinant. Brad Riddell, pareil. Superbe démonstration. Drew Dober, le sol. Jane Turner, le sol. Tu vois, donc il y a vraiment... un virage changement. qui est fait. Ouais, un virage qui est fait. Et je pense que Rafael Dos Anjos ne lui a pas laissé le choix, tu vois, Mm-hmm. d'aller où il le souhaitait. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment sa grosse force, c'est son grappling. Et une des autres forces, comme tu l'as dit, c'est d'être durable. Relativement complet. Je trouve assez perméable debout. Je trouve qu'il est assez... c'est drôle parce que je trouve que Benoît Saint-Denis et Moïcano, ils sont un peu pareils, quoi. Ils ont un peu quand ils boxent, j'envoie mes frappes et je réfléchis pas trop qu'il y a des frappes qui peuvent arriver en face, tu vois. Ouais. Donc ils envoient un peu crisp comme ça et il y a des contres vraiment possibles, hein. Ils s'en sont pris, hein, tous les deux d'ailleurs. Clairement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sur ses gros points forts. Sur ses points faibles, comme je dis, sa responsabilité défensive, debout, je la trouve pas vraiment très dingue. Je le trouve pas énorme comme lightweight. Je trouve il me paraît un petit peu régulièrement en déficit de puissance. C'est un ancien featherweight et j'ai pas l'historique de pourquoi il est monté en lightweight. Probablement parce qu'il en avait marre de faire le cut. Mais on n'a pas l'impression qu'il a mis un gros accent sur devenir un gros lightweight. Il est vraiment dans la moyenne basse en termes de gabarit pour la division. Donc voilà, et il y a ce physique que je trouve un petit peu léger, et je pense que ça jouera aussi là sur ce combat. Ouais. Et par rapport à la lutte, parce que très bon grappling, t'as parlé assez complet. Moi, je trouve que sa lutte s'améliore justement depuis le virage dont tu parles, étant donné qu'il est plus proactif dans sa recherche de mettre au sol. On voit aussi qu'il commence à travailler ses systèmes pour pouvoir mettre au sol ou pour juste prendre le dos debout, comme il l'a fait, je sais plus contre qui, mais il y a un étranglement arrière récent où il y a même pas de takedown contre Riddell, c'est ça? Ouais, contre Riddell, il cherche pas le takedown, quoi. Il va prendre le dos en priorité. Donc il y a Ouais. sa lutte, tu la classerais comment? Sa lutte, je dirais qu'elle est effective, mais limitée. Ok. Donc, il a une bonne lutte, il a une lutte un petit peu... Tu vois, c'est cette lutte des Jiu-Jitsuka qui n'ont pas peur de finir sur le dos comme ça. Ouais. Donc, parfois, alors, ce qu'il aime vraiment beaucoup faire, c'est d'aller chercher le body lock et ce qu'on appelle le step around, donc il va tourner autour et envoyer vers l'arrière. Et si, je pense qu'il l'a eu avec Jalen Turner, si l'adversaire défend le step around, donc défend le fait d'être projeté en arrière, donc il va mettre son poids vers l'avant, dans ce cas-là, il vient mettre sa jambe entre les deux jambes de l'adversaire
et avec ses hanches, il va réussir à mettre au sol. Ça, c'est vraiment son gros point fort en lutte. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais je pense que ça fonctionne plutôt bien face à des profils qui n'ont pas non plus une défense de lutte incroyable, tu vois. C'est ça. Là, on parle de Turner, on parle de Riddle. C'est pas, voilà, c'est pas les premiers auxquels on pense quand on pense lutte défensive. Ouais, Brad Riddle, c'est un lutteur de formation, non? Je crois. Mais dans tous les cas, Brad Riddle, il a pas réellement lutté. Il a pris son dos, comme tu l'as dit, quasi debout. Hein. Mais c'est vraiment Jane Turner et l'autre là, Drew Dober qui l'a emmené plusieurs fois au sol, relativement facilement. Et Herbert aussi, 5 Herbert, au sol, ouais. Herbert, voilà. C'est pas, pour moi, c'est ces trois-là que j'avais en tête. Ok. Qui ne sont pas ouais, en termes de défense de lutte, c'était pas incroyable. Donc c'est pour ça que je trouve très efficace. Il a beaucoup de takedown, ça fonctionne bien, mais j'ai peur que ce soit limité, plus il va monter de niveau, parce que je ne crois pas qu'il soit lutteur de formation, et je trouve que ça manque quand même de précision dans ses gestes, tu vois. Ouais, donc il a une lutte décente quand il affronte des plutôt strikers qui n'ont pas spécialement cette spécialité. Par contre, quand il affronte des profils plus grappleurs-lutteurs ou complets avec une bonne lutte défensive, ça passe beaucoup moins bien. Je pense, ouais. Benoît Saint-Denis, c'est clairement un dur à cuire. Et en parlant de cuir, son savon de notre sponsor Onae a été produit en son honneur avec une odeur de cuir et de bois. Celui-ci est pour les gars qui n'ont pas le temps. Vraiment, aucun homme ne tient 3 rounds de 5 minutes sous la douche avec ce savon. Il est complet, il t'attaque au corps, aux jambes, il te submerge rapidement et tu sors rincé. Tu seras prêt pour ta journée. Tu seras vraiment prêt à tout affronter dans ta journée. Tu peux aussi l'utiliser dans ton bain. Faut pas mettre trop d'eau parce qu'il t'emmènera automatiquement en eau profonde. Aucun challenge de ta journée ne te fera peur. Après ça, c'est une garantie. Avec le code promo FM10, vous avez moins 10% sur tout le site. Le lien est en description. Brian, on l'a tous les deux montré. Ah, tu sais ce que ça veut dire, SAS? L'abréviation. C'est pour ça sent bon. C'est aussi simple que ça. Retour au sérieux. Décris-moi Benoît Saint-Denis, pas en tant que savon, mais en tant que combattant. En tant que combattant, je pense qu'on le connaît à peu près tous. Hein. On sait qu'il a un excellent grappling. Donc, on en parle peu parce qu'à chaque fois, on le décrit comme quelqu'un qui vient de commencer le MMA, mais il a un gros background de judo. Et ce judo, il l'a très bien transposé en MMA. Il l'a très bien transposé. Il a une bonne base de jiu-jitsu. Mais je trouve que je trouve qu'il a vraiment un jeu de grappling plutôt que de jiu-jitsu brésilien. Il nous l'a montré, que ce soit de la manière offensive ou défensive, donc de se relever avec ses crochets et tout, c'était assez magnifique. Son nombre de soumissions qui lui ont permis d'arriver à l'UFC. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, bien, il a un striking inquiétant, mais tu vois, pour l'adversaire. Ok. Il tape fort, il vient pour la guerre, quoi, tu vois, et donc ça peut complètement déstabiliser ses adversaires, et voilà, j'avais noté puissant, un peu imprévisible, tu vois, dans son striking. Je pense que ça joue aussi sur sa dangerosité. Ouais, il y a une bonne variété et tu sais pas ce qu'il va utiliser. Il est au kicking range, il peut évidemment utiliser ses kicks. Il a vraiment des battes de baseball à la place des middle kicks. Ouais. Il peut rentrer avec un coude de très loin. Et je pense que tu parlais de la force de Moïcano dans sa lutte, c'était le fait de pas avoir peur de se retrouver sur son dos. Je pense que la force de Benoît Saint-Denis debout, c'est d'avoir un sacré menton et un sacré mental, ce qui lui enlève toute peur d'aller à la guerre et d'aller dans la poche, et aller dans l'échange. Et la complexité, parce que tu vois, j'aime bien ce que tu dis par rapport à Benoît Saint-Denis, c'est inquiétant pour l'adversaire parce que je pense que c'est difficile de se préparer pour un profil comme Saint-Denis parce qu'il te rentre dedans, il utilise toutes les armes qui lui sont accessibles, il peut mixer avec la lutte et il le fait très très bien, à quelques exceptions près, on en parlera peut-être dans les faiblesses. Mais si tu dois te préparer à cette intensité avec un gars qui cherche vraiment à te mettre KO, à l'entraînement, tu peux pas faire ça toutes les semaines.
Et tu peux pas faire ça dans les 4 semaines de ton combat, sinon tu risques de devoir annuler le combat. Je pense qu'il y a une complexité. Mais c'est vrai, tu vois, Ouais, non, t'as raison. Hein. il y a cette T'as raison. complexité-là. En plus, il sort les coudes, il sort les genoux à la tête. Donc ça, c'est le genre de truc que tu peux pas non plus faire à proximité de ton combat. Donc ouais, j'aime bien cet angle-là. Au Mm. sol, tu avais une fois parlé aussi de ces grappleurs qui sont capables de dissocier ce qu'ils font avec le haut du corps et le bas du corps. Et je trouve que Benoît Saint-Denis, c'est typiquement quelqu'un qui est capable de travailler différemment avec ces deux parties du corps pour passer les gardes, etc., etc. Ouais. Oui, tout à fait. Et tu l'as dit, hein, je parlais d'imprévisibilité, le fait qu'il rentre dedans et en une fois, par exemple, on l'a souvent vu, des adversaires qui veulent à un moment échanger, c'est à ce moment-là où il descend, il change de niveau et il rentre dans les jambes en lutte et ça rend encore plus imprévisible, quoi. Ouais. Parce que des fois tu te dis mais attends pourquoi il descend dans les jambes à ce moment-là et je pense que ça joue aussi sur ça a une part dans son succès. Ouais, parce que Pouvoir après, arracher les jambes et lutter et remonter, enfin voilà. c'est ça peut lui ouvrir des trucs debout. Hier, je revoyais le combat contre Moïse et à un moment dans le deuxième round, tu vois, il vient faire le knee tap pour envoyer l'overhand. Donc il feinte vraiment la lutte et puis ça lui permet d'envoyer un overhand. Donc il y a vraiment le fait qu'il puisse autant varier, ça peut lui ouvrir des feintes. Je vais feinter la lutte, il va croire que j'ai lutté parce que je l'ai fait précédemment et en fait il y a un overhand qui vient et il peut vraiment connecter avec ça. Ouais. En termes de, ouais, vas-y. J'allais dire en termes de faiblesse, mais je pense que tu allais compléter quelque chose. Non, j'allais juste faire un résumé. Donc moi, ce que j'avais pensé pour résumer pour le décrire sur ses points forts, c'est son intensité. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Son background de grappling, de judo, qui font qu'il est redoutable. Son imprévisibilité debout, sa puissance de frappe, et en dernier, son menton, tu vois. C'est clair. Je pense que là-dessus, c'est vraiment ses gros points forts. Maintenant, sur les points faibles, eh bien, je pense qu'on sera aussi tous d'accord sur la question de sa responsabilité défensive. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un qui va boxer sans trop penser qu'il y a des coups qui peuvent arriver en retour. Donc, avec la tête qui reste dans l'axe. Et donc, c'est pour les puristes ou c'est assez inquiétant. C'est toujours un peu inquiétant quand on voit un combattant comme ça qui boxe et puis avec la tête relativement haute. Sa gestion de l'effort, pour moi, c'est le deuxième point questionnant. Ouais. Ça paye, mais est-ce que ça va payer au plus haut niveau ? C'est exactement ça. Je pense qu'il est arrivé à ce niveau-là parce qu'il avait ce style de combat, mais face à des gens qui sont peut-être un peu plus compétents dans la gestion de l'agressivité d'un adversaire et par conséquent dans la gestion de leur propre énergie, ça peut se retourner contre lui. Pour l'instant, à l'exception évidemment de contre Poirier, ça a très bien fonctionné pour lui. Soit il éteint dans le premier round, mais quand ça va dans le deuxième round et qu'on sent de la fatigue chez Benoît Saint-Denis, il a aussi installé énormément de fatigue chez son adversaire. Évidemment, le combat référence pour ça, c'est Thiago Moïse, où vraiment ils sont tous les deux allés dans les eaux profondes et il a mieux performé que Moïse dans les eaux profondes. Mais face à quelqu'un qui est capable d'être très performant aussi dans un état de fatigue, ou encore mieux pour l'adversaire, quelqu'un qui est capable de moins perdre d'énergie que Benoît Saint-Denis dans ces moments chaotiques, ça peut se retourner contre lui. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je sais pas comment on va faire sur cette analyse parce qu'on a ce combat contre Dustin Poirier, tu vois, qui est quand même qui est un top 5. On s'est toujours questionné sur comment je pourrais dire ça, l'impact qu'a eu son staff, mais effectivement dans ce que tu dis, sur la gestion de l'effort, ça reste quand même pour moi contre Dustin Poirier un combat référence qui dit il a tout donné au premier round face à quelqu'un comme Dustin Poirier, on sait qu'il est capable de survivre et de revenir après, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce combat-là, je pense qu'il reste référence pour dire que la gestion de l'effort. Alors, on pourra trouver, bien évidemment, d'autres raisons, hein, mais en tout cas, vu de l'extérieur, s'il refait la même chose, ça pourrait être compliqué. Et on pourra en parler sur un autre combat référence sur la gestion de l'effort, c'était contre son grappling, contre Diakiez, voilà, en synchrone. Et où il prend les 3 premiers, et les 2 derniers sont très serrés. Je sais pas le scoring, tu vois, mais on parle pas d'un top 10 Diakiez. Non, Diakiez, il vient de faire un combat moyen à la au Bellator vendredi en plus. Je savais même pas qu'il avait sauté de l'UFC. Il vient de sauter de l'UFC, il est maintenant au Bellator. Je pense qu'il est parti de lui-même. Hein. Ouais, je pense aussi, parce qu'il sort sur une victoire par splits.
ce qui est assez rare de sortir sur une victoire. Mm. Mais c'est vrai qu'il avait plus des combats très engageants récemment. Ouais, je suis d'accord parce que juste pour rebondir une fois sur son combat contre Poirier, le staff fait qu'il fatigue plus vite, mais le staff ne fait pas qu'il combat différemment. Ouais. Quand tu Oui, regardes c'est le vrai. premier round qu'il fait contre Dustin Poirier, honnêtement, j'ai revu hier, je suis très impressionné par son premier round, il va prendre le dos, etc., etc. Il a des bons moments, même le début du deuxième round, il fait de très belles choses. Et puis voilà, il a son drop complet d'énergie qui serait arrivé plus tard. Et certes, il est rentré dans ce combat en disant, ok, j'ai peut-être qu'un round à donner, mais il a toujours combattu comme s'il avait qu'un round à donner. Tu vois, quand tu regardes contre Moïse, contre Bonfim, contre Frévola, c'est toujours un peu cette approche de combat. Et donc, ouais, peut-être qu'il avait quelques minutes en plus, peut-être un round et demi en plus. Mais Poirier avait un tout petit peu déconné, je trouve. En revoyant le combat, je trouve que Poirier, sur ses guillotines, il utilise beaucoup d'énergie, alors qu'il aurait pu faire parler son expérience justement à se dire, ok, je vais laisser passer cette première vague, et puis je vais m'installer plus dans le combat plus tard. Et il avait pas l'air d'avoir cette stratégie-là, Poirier, mais c'est potentiellement une leçon à tirer stratégiquement pour ses futurs adversaires, dont Moïcano. Et alors, dernier point. Négatif. Dernier point négatif. Enfin, non, j'ai d'abord rebondir sur ce que tu as dit par rapport à sa défense, sur son menton à l'ouvert. C'est bien que tu précises aussi qu'il y a ce côté menton à l'ouvert, pas trop réfléchir aux possibilités de contre de son adversaire, parce que ça se ressent. Parce que tu prends d'autres combattants qui sont un peu dans le style de Poirier, BSD à rentrer à la guerre, etc., etc. C'est normal qu'il se fasse toucher beaucoup. Tu vois, quand tu regardes Max Holloway, le nombre de fois qu'il se fait toucher, c'est énormissime. Mais il y a une qualité défensive malgré tout. C'est juste qu'il va tellement à l'échange que forcément tu te fais toucher en échange. Donc le style de BSD fait qu'il va se faire toucher beaucoup. Mais là, il se fait toucher un peu plus que ce qu'il devrait parce qu'il n'y a pas encore cette conscience de la possibilité des contres de ses adversaires. Et ça passe parce que tu es en dehors du top 15. Mais bon, tu vois, sur Max Holloway, même s'il se fait toucher, il a pas la tête droite comme ça. Ouais, donc c'est ça. il va être comme ça. Donc si tu te fais toucher sur le haut du crâne, ça passe encore, quoi. Ouais. Si le jab il vient sur ton front, tu t'en fous un peu. Ouais, mais là, c'est ça, c'était important. Quand tu vois des coups qui frôlent le menton, ou tu te dis c'est chaud. Et c'est pour ça que je trouve que Moïcano, il est un peu comme ça, tu vois. Ouais. À boxer, envoyer ses jabs et être bien à l'ouvert. Il l'a payé très cher régulièrement, en fait. Korean Zombie, meilleur exemple, je pense. Korean Zombie aussi, hein, ouais. Contre Korean Zombie. Mais contre, pour moi, c'est Fiziev, le KO qui se prend. Ouais, aussi. Là, c'est violent. Hein. Ouais. Et dernier point, pour moi, j'ai le questionnement sur l'écoute du coin. Sur l'écoute du coin. Sa capacité à écouter son coin, sa capacité à suivre un game plan. Là, je regardais un petit peu les reportages. Tu avais son coach de boxe thaï qui disait comme ça qu'il écoutait très bien l'entraînement. T'as de l'adrénaline du combat, comme il rentre tellement dans une guerre, tellement dans un truc intense qu'au final, il y a beaucoup de combattants comme ça qui sont tellement dans leur bulle que ils sont pas coachables en fait pendant le combat. Ouais. Donc ça, c'est pour moi. Enfin voilà, je me questionne là-dessus sur l'ADXC parce que on le voit il remet un petit peu en question dans le combat. Oui, mais tu vois, c'est un peu étrange. Il y a des moments où je trouve ça un peu étrange que le coin lui donne des indications, utilise moins d'énergie et que lui, oui, mais tu vois. Ouais. Pour moi, personnellement, hein, je trouve ça étrange. Mais voilà, donc ça fait partie, je trouve, même s'il écoute très bien à l'entraînement, des points qui pourraient apparaître comme négatifs en combat. Voilà. Ouais. Ça penche du côté négatif, ça pourrait être positif dans le sens je suis têtu, je suis sûr de moi, je vais trouver mon chemin vers la victoire parce que je le sens comme ça. Mais effectivement, encore une fois, ça revient sur cette différence entre hors top 15 et dans le top 15 pour moi. Il y a des manières de combattre, des manières de fonctionner, des styles qui peuvent très très bien fonctionner jusqu'à un certain niveau. Et une fois que tu rentres dans ce niveau, il y a un ajustement qui est nécessaire aussi sur la durée de la carrière. Et donc, je pense que tout ce qui est lié à cette intensité, ça a été très bénéfique pour lui jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je suis un peu contre les arguments aussi de il y a ce défaut-là, il y a ce défaut-là, il y a ce défaut-là. Mais en même temps, s'il n'avait pas eu tous ces défauts, entre guillemets, il serait peut-être pas monté de manière aussi fulgurante à l'UFC. Par contre, maintenant... Mais je vais te donner un exemple de quelqu'un qui écoute pas son coin.
et qu'il l'a fait et ça a payé. Et je pense que, enfin voilà, personne ne me contredira là-dessus. Ilia Topuria était réputé pour ne pas écouter son coin, tu vois. Mhm. Et il a failli le payer cher contre ce Herbert qui lui a... Hein? contre Herbert. Contre Herbert et entre les rounds. Je pense qu'il s'est un peu fait remonter les bretelles par son frère et il est revenu concentré. Il a gagné avec le KO assez incroyable, tu vois. Ouais. Et je pense que, voilà, comme tu le dis, ça lui permet de monter jusqu'au top 10 et tout. Mhm. Il a failli se faire éteindre parce qu'il n'a pas voulu écouter son coin sur la stratégie. Il est rentré, il se dit, ah, je vais le mettre KO et tout. Il se fait toucher, il est mis au pied du mur. Non, tu dois écouter maintenant, tu prépares, tu fais ci, tu fais ça. Il gagne par KO et ça lui permet après d'être champion. Ouais. Donc ça rejoint un petit peu. Après voilà, hein, il aurait peut-être réussi à le mettre KO ou gagner le combat différemment sans écouter son coin. Tout à fait. Mais on peut partir du principe qu'à un certain niveau, il te faut des yeux en plus. Extérieur, ouais. Il te faut des yeux extérieurs, il te faut une conscience extérieure qui voit ce que tu vois pas, quoi. C'est ça, Et c'est ça. c'est important. Ouais, là-dessus, je suis 100% d'accord. Et encore une fois, il y a cet argument de, par exemple, entre le premier round et le deuxième round contre Moïse, il y a aussi cette instruction de ne va pas à la guerre. Finalement, il y va et ça passe. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une question de niveau? Est-ce que c'est une question de, lui, il le sent comme ça? On pourra toujours spéculer, mais à très haut niveau, tu te rends compte quand même, tous les champions, ils ont une vraie relation avec leur coach. Quand tu prends tous les champions actuels, il y a une vraie relation avec leur coach. Il y a un truc où ils se tirent les uns vers les autres, où en tout cas, il y a un genre d'esprit collaboratif, on va dire. Ouais, contre Moïse, ça passe, mais est-ce que contre le top 10, ça va passer? Moi, j'en suis un peu moins sûr. Voilà. Et là, on est juste à cette section-là, et c'est pour ça que je voulais pas donner mon intrigue, ce qui m'intriguait dans ce combat, mais je pense que Moïcano a justement le profil, je vais peut-être pas dire utiliser le mot idéal, mais il a un bon profil pour tester un peu si Benoît Saint-Denis est en train de faire cette transition. Exactement. Pour nous convaincre qu'il a vraiment le profil d'un futur top 10, voire plus. Donc, Moïcano est underdog. On va commencer par lui. Quelle serait ta stratégie à adopter quand tu affrontes Benoît Saint-Denis avec les forces et faiblesses que possède Moïcano? Pour moi, la base de sa stratégie à Moïcano, c'est de survivre au premier round. De préférence au sol. Ouais. Pour prendre moins de coups, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Utiliser son jab. Je trouve qu'il a un jab relativement correct, mais il faut qu'il soit un peu plus responsable, tu vois, sur ce jab. Ah, c'est vrai que pour une fois, désolé, je te coupe, pour une fois, on l'a pas dit. Gaucher contre droitier, on est en garde ouverte. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour moi, c'était tellement logique. Voilà, ouais. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit, qui a commenté genre merci Brian de chaque fois de nous rappeler qui est gaucher, qui est droitier, tu vois. Donc là maintenant, je me dis il faut à chaque fois qu'on le dise. Donc on est en garde. Non, mais vous avez raison. Donc pour moi, c'est l'utilisation du jab, se déplacer sur sa gauche parce qu'effectivement, on est en garde ouverte et je crois que la base du combat pour Moïcano, c'est de survivre au premier et au deuxième round, quoi. Et donc l'idéal pour lui, ça serait qu'il se prenne quasi qu'il soit à la limite du 18 au premier round, tu vois. Vraiment sur la frontière. Et que le début du deuxième, ce soit un peu, et puis qu'après, il n'y ait plus de fuel du côté adverse et qu'il puisse s'exprimer parce que, on l'a dit, moi je le trouve très performant dans la fatigue. Sur le combat contre RDA, au-delà du fait que effectivement RDA avait déjà ses 4 premiers rounds, il n'empêche que Moïcano était encore très efficace, très stable. Il n'y avait pas de signe de fatigue non plus dans les jambes qu'on peut voir chez des combattants très fatigués. Tu vois un peu d'instabilité ou des bras qui tombent ou beaucoup cerclés pour pouvoir récupérer. Non, il était encore très compétent, quoi. Ouais, et ce qui est très impressionnant, encore une fois, c'est que c'était accepté en short notice de son côté, du coup à un catchweight qui lui, il vient de featherweight. Il est monté en lightweight et le catchweight était au-dessus, à 160 lbs. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Non, très, très impressionnant. Donc voilà, moi, ça serait la stratégie et surtout le gros risque pour lui, pour Moïcano, c'est, ça me semble pas forcément vouloir garder le combat debout au premier round, tu vois. Je trouve que c'est un peu trop risqué. Je le vois bien. Il peut initier la lutte, quitte à ce qu'il se retrouve sur son dos dans le premier, juste pour qu'on soit dans cette structure de combat. Et s'il arrive à mettre lui-même au sol, tant mieux pour lui encore. Hein, c'est tout bonus. Et je pense qu'il a pas mal d'infos à récupérer sur le combat de la DXC, tu vois.
Mhm. Je trouve ça intéressant de faire un grappling avec DXC, mais je trouve que par contre, voilà, sur la carrière MMA, ça donne quand même beaucoup d'infos Ouais. sur le niveau en grappling, sur ce qui fonctionne pas. Euh, ouais, je suis mitigé sur le choix de faire un grappling comme ça. La force de BSD, je dirais, c'est qu'il utilise quand même beaucoup de ground and pound. Donc sa façon de grappler en MMA sera différente de sa façon de grappler en grappling pur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des automatismes ou des techniques prioritaires qui sont analysables. Ah bah, ça a pas tant grapplé que ça, hein. Ça a beaucoup lutté en plus, hein. Ouais. Ça a beaucoup lutté. Et sur les frappes, bah, je trouve que Moïcano les utilise bien aussi au sol. Oui, Donc, oui, tout à fait. Ouais, ouais. franchement, j'étais assez étonné de son niveau au sol. Enfin, c'est pas non plus incroyable, tu vois, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi élevé. Ouais. Bah écoute, moi je te rejoins sur les points. Je pense qu'effectivement, prendre le 3, 4, 5, c'est vraiment la priorité en essayant. Ça, c'est un truc, hein. Vu l'expérience de Moïcano, le fait d'avoir affronté quand même des très bons noms dans sa carrière, on parle quand même de, même si ce sont des défaites, tu vois, on parle de José Aldo qu'il a affronté dans sa carrière, on parle de Rafael dos Anjos récemment, Mm. Turner qui fait partie du top 15, et il y a une panoplie d'autres noms qu'il a battu. Qatar, hein, une très très belle victoire contre Qatar. Voilà, il a pris une bonne expérience, donc je pense qu'il peut faire parler cette expérience justement en étant de temps en temps en économie d'énergie quand il est dans des situations safe et semi-safe. Je pense qu'il y a certains moments du combat de Poirier où on voit justement Poirier qui est un peu en mode, ok, là je vais conserver, je vais laisser Benoît Saint-Denis utiliser plus d'énergie que moi dans cette situation. C'est un genre d'investissement à long terme. Dans le combat de Dustin Poirier, tu vois qu'il y a des opportunités sur les guillotines, mais ici je dirais que la menace de guillotine doit être utilisée pour sortir des phases dangereuses de grappling. Elles doivent pas être utilisées pour finaliser, parce qu'on a vu un BSD qui défend ça très très bien. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, et dans la fatigue, je pense qu'il y a moyen de chercher à absorber Benoît Saint-Denis, à surengager pour le connecter, ou bien les contre-délayés, parce que tu en as parlé. Benoît Saint-Denis, de temps en temps, il va envoyer un middle kick et son retour, il est très lent, il reste dans l'axe, disponible. Et donc, je pense que le contre-délayé sur des retours lents dans la fatigue sont très ouverts pour Moïcano à partir de la fin du deuxième et du troisième round, si on arrive là. Ouais, écoute. Alors, pour BSD, je me suis d'abord posé la question sur l'intensité. Parce que ça, pour moi, c'est le point numéro 1 que j'avais mis dans le profil de BSD, c'est vraiment son intensité. Ma conclusion, c'est que c'est une bonne idée de faire du Benoît Saint-Denis modifié. La première défaite de Moïcano à l'UFC, c'est contre Ortega. Il était bien dans le combat, il prend le deuxième round, le premier était serré, il prend le deuxième round, il était bien dans le troisième round, mais il fait une erreur sous la pression du mode zombie de Brian Ortega qui lui avance dessus, hop, il shoot dans les jambes et il se prend une guillotine. Je pense pas que Benoît Saint-Denis ait à ce jour, hein, je dis bien à ce jour, le niveau technique pour proposer debout ce qu'ont fait Fiziev et Aldo. Corinne Zombie, le combat est trop expéditif. Donc là, je suis en train de lister toutes les défaites de Moïcano à l'UFC. Et il reste Rafael dos Anjos. Pour moi, ce que Rafael dos Anjos a proposé, c'est quelque chose que Benoît Saint-Denis fait un peu naturellement, dans le sens volume, intensité, grosse variété entre le striking et le grappling dans la modification de la direction. C'est la gestion de la direction du combat. Par contre, une adaptation clé à faire pour BSD, que Rafael dos Anjos a super bien fait, c'est de proposer ce style de jeu sans précipitation. Il y a un vrai travail de pression lente et de cadrage. Et donc, je pense que c'est parfait pour BSD dans ce combat, de montrer que les petites failles qu'il a montrées par le passé, qui ne coûtent pas cher en dehors du top 10 et qui se payent cash dans le top 10, ont été comblées. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je pense qu'il doit beaucoup s'inspirer de la stratégie Rafael dos Anjos et se rendre compte de la différence de ce qu'a fait Rafael dos Anjos par rapport à son jeu habituel, au jeu habituel de BSD. Ah, écoute, moi je te rejoins, hein. Pour moi, le combat référence c'est contre RDA, tu vois, et je pense qu'il doit vraiment s'en inspirer. Je pense qu'il y a toutes les clés de la victoire dans ce combat-là. Et en plus de ça, je pense que l'intensité qu'il va proposer, la puissance de frappe de temps en temps, sera aussi un élément intéressant. Par contre, je le vois difficilement atteindre le niveau, tu vois, d'esquive, de striking
Ouais, parce que de de RDA. RDA, quoi. Parce que j'ai noté ça aussi. Quasi toutes les entrées en lutte qui ont réussi, enfin qui ont amené à une amenée au sol Mm. de Rafael dos Anjos, c'est réactivement. C'est très Ah ouais. souvent sur le direct Et ça, c'est de pas dans du Moïcano. BSD, hein. Et RDA, il est gaucher aussi, comme BSD. Donc on a un Ouais. peu la même structure de combat, mais c'est vrai que ces esquives pour rentrer dans la lutte qui font un peu penser à celle de Aspinall contre Volkov, c'est propre. Le timing est Mm. excellent, la précision de l'esquive est terrible. Et puis la réactivité pour rentrer dans les hanches et finir l'amener au sol, c'est très très propre. Donc ça, j'avais quand même noté. Et alors je sais pas, moi j'avais noté 2 autres points. Le début de Turner, front kick, middle kick, qui font très très mal à Moïcano. Ouais. BSD a très bien ça. Et dans le combat contre Rafael dos Anjos, il y a un high kick qui, dans le deuxième round, je pense, ou même dans le premier, qui passe mais vraiment sur les cheveux qu'il n'a pas de Moïcano. Et voilà, quelques middle du gauche, un high kick du gauche. Ça pourrait passer. Mais il se prend un 18 sur un high kick. Ah oui, oui. Et dans le quatrième round, le knockdown, c'est un high kick. Donc en fait, il y a un high kick qui rate de peu dans le début de combat. Et c'est vrai que le high kick qui touche dans le quatrième round contre Rafael dos Anjos, Là, c'est un high kick, hein, c'est un ouais, high ouais. kick, c'est un high kick Ah, gauche. ouais. Donc moi, je mets front kick, middle kick, high kick du gauche. Ça doit Ouais. faire partie de son jeu à Ah, distance. ouais. Bah, moi, c'est ce que j'ai écrit. J'ai mis game plan, garde ouverte, les kicks, tu vois, surtout le middle. Ouais. Et ce que j'aime bien sur la garde ouverte, parce qu'on va avoir un Moïcano, je pense, qui va tourner sur sa propre gauche, tu vois. Mhm. Et donc, sur quelqu'un qui tourne beaucoup sur sa propre gauche, le kick de la jambe avant, en garde ouverte. Ouais. Je me demande s'il en prend pas un à un moment donné sur un combat contre de Sanjos là. Et donc t'es ici, tu fais un petit pas chassé, t'envoies ton low kick jambe avant. Ça, je pense que ça peut bien fonctionner et ça peut bien perturber les déplacements de Moïcano pour pouvoir le cadrer. Mhm. Donc moi j'ai mis ça. Donc les kicks jambe gauche, le kick jambe avant. Anglais, j'aimerais bien le voir bosser avec des esquives. Donc, Ouais. des overhands ou des jabs avec des esquives, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien le voir rajouter dans son jeu. Et alors ouais, sur la question de l'intensité, un dernier point peut-être qui me semble vraiment important, et c'est ses contrôles de dos par contre. Je pense que Benoît Saint-Denis est capable de prendre le dos sans trop de difficulté de Moïcano. Par contre, je trouve qu'il perd régulièrement ses dos, tu vois. Est-ce que c'est encore lié à l'intensité, cette volonté de constamment améliorer la position, chercher le finish, avancer, ou c'est vraiment plus une question de qualité Moi, de je trouve contrôle? que c'est plutôt technique, tu vois. Il y a une perte de dos face à Diakiez où ouais, Diakiez se retourne et dans la garde. Mais ça, à un certain niveau, ça passe plus, tu vois. Ouais. Tu te retrouves après dedans. Un Moïcano, je pense qu'il sortira de. J'ai pas regardé tous les trucs, mais j'avais vu aussi sur une vidéo d'entraînement où il est en train de prendre un dos, il le perd, tu vois, et l'autre part sur une single leg. Pour moi, c'est des petits défauts. Alors peut-être qu'il l'a bossé, parce que dans une vidéo d'entraînement, on voit travailler sur la récupération d'un dos qui est en train d'être perdu. Et en fait, ce qui arrive souvent, c'est que l'adversaire qui est au-dessus vient un peu faire une sorte de bridge, de pont comme ça, tu vois. Mhm. Et donc là, on le voyait passer ses 2 crochets et le réasseoir pour repasser ses crochets, ce qui est intéressant. Après, moi, je t'avoue que je préfère le travail de Danaher, tu vois. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et Et là, il a fait ça contre Poirier, mais avec un crochet pour le remettre sur son flanc, il me semble. L'utilisation du crochet où tu sors ton crochet, tu viens crocheter l'arrière de la jambe pour réajuster la position et mettre plus sur un flanc ou ce genre de truc. ouais, Et voilà. je pense que Poirier était justement un peu en mode bridge à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est des trucs où je pense que dans le game plan, s'il a le dos, il doit le garder, il doit se mettre de profil, passer son triangle de jambes, assurer le contrôle avant la soumission, tu vois. Ouais. Assurer le contrôle, parce que effectivement, je pense que du côté adverse, ils auront repéré ça. Ils auront repéré qu'il y a quand même pas mal de fois où il perd un dos, et donc ça va être travaillé. Ça va Et être travaillé du côté adverse. Moïcano, Et Moïcano, il va sortir du dos. Moïcano, on a oublié de le dire, c'est l'expert. Lui est très fort quand il prend très bien le dos et il soumet Ah très ouais. facilement à partir du dos. Il a quasi toutes ses Mm. victoires par soumission, ce sont des étranglements arrière. Et en général, quand tu es bon offensivement dans un aspect du jeu, Ah tu ouais. connais les défenses qui vont avec Ah aussi. ouais, tu connais les défenses, tu sais où sont les ouvertures et tout. Exactement. Donc ça, bon, je doute pas qu'ils l'auront bossé.
mais ils ont intérêt parce que je pense qu'en face, ça sera très très fort pour défendre le dos, tu vois. Ouais, et même pour le prendre, donc c'est un truc où il faudra être attentif du côté de BSD, c'est pas laisser de porte ouverte vers le Ouais. dos. Mais je le vois pas prendre le dos avant le 4 ou 5. Non, pareil. Ok. Selon notre sponsor Unibet.fr, qu'on remercie encore une fois, ce n'est évidemment pas aussi drastique que les votes Fight Minds, mais Renato Moicano est à 3.05, BSD est à 1.33. Les oddmakers laissent donc un peu moins de 30% de chance à Renato Moicano de mettre une clim à Paris. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je comprends les codes, je comprends même les codes de nos auditeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un Moicano qui a prouvé que face à un profil gaucher, avec des gros kicks, avec une bonne lutte, comme RDA, ça tenait pas, tu vois. On a vu que c'était un gars qui pouvait se faire toucher dans le premier round. Enfin, on a vu beaucoup de choses. Et oui, qui font dire que ouais, ça va être un combat très très accessible, quasi cadeau pour Benoît Saint-Denis. Ouais. Mais de l'autre côté, et c'est ça que j'aime bien dans le matchmaking de l'UFC, c'est peut-être que tu as un gros boulevard pour la victoire, mon ami, mais tu as un petit chemin comme ça pour Moicano. Si tu ne le bloques pas, il va aller dedans et tu vas perdre devant ton public. Ouais. Et donc, est-ce que c'est 30%? C'est chaud, hein, c'est chaud. Ouais. Est-ce que c'est 30%? Je sais pas. Alors, si c'est... Oui, on peut dire c'est 30%, et effectivement, s'il prend ce petit chemin 30%, bon, voilà, hein, ça sera une réalité, tu vois. Ouais. Mais... Moi, je trouve ça aussi... Bon, Benoît Saint-Denis est clairement favori dans ce combat. Oui, clairement. oui. Un peu plus que 70-30, je trouve ça un tout petit peu sévère. J'avoue que je me dirigeais oui, plus 65-35. Moi, c'est voilà, les chemins de victoire pour Moicano. T'as le chemin dont on a tout le temps parlé. Vraiment, c'est sur sa durabilité, la capacité à être performant dans la fatigue et à prendre potentiellement 3-4-5, voire même 2-3-4-5 avec une fin de 2 assez forte en sa faveur. Ou bien t'as aussi cette possibilité d'un Benoît Saint-Denis qui change complètement son style, un peu trop. Et on part dans un jeu qui n'est pas le sien, qui est un peu néophyte pour lui, et un Renato Moicano qui du coup est plus à l'aise dans le combat et s'impose avec d'autres compétences. Donc pour moi, voilà, ces deux chemins potentiels regroupent peut-être un 35%. Et on l'a peut-être pas assez souligné, mais c'est un synchrone. Hein. C'est un synchrone. Et alors oui, si elle dépasse pas le premier parce que Benoît lui roule dessus, voilà, hein, ça sera réglé, on n'aura pas. En fait, là, c'est les cotes dans 3 rounds. Tu dis? Là, ce sont les cotes dans 3 rounds. Non, les cotes d'un 3 rounds, par contre, non. 80-20 alors. Ouais, les cotes d'un 3 rounds, personnellement, je mets un 80-20. Franchement, je pense que c'est un combat qui est assez facile pour Benoît Saint-Denis. Pour moi, tout ce qui est, le point le plus important, c'est le fait que ce soit un synchrone et qu'on a le 4 et 5, parce que là, tu vois, on parle d'un Moicano qui prendrait le 3, 4, 5, mais un 4 et 5 face à un adversaire qui est épuisé et rincé, t'as possibilité de le finir, de l'étrangler, tu vois. Ouais. Et ou d'obtenir l'arrêt d'un arbitre parce que il défend plus, il veut résister. Ouais. Ouais. Donc oui, 65-35, mais voilà, hein, c'est pas pour chipoter, mais c'est pour dire quand même que Moicano, c'est pas un faire-valoir, quoi. Il arrive, il a des vraies chances, et tu dois préparer ce combat-là pour que ça se passe bien. Ce combat, il doit être préparé comme si c'était un combat pour le titre, entre guillemets, tu vois. C'est clair. Mais en fait, c'est des combats pièges, hein, tu vois. Ouais, quand tu regardes, en fait, c'est simple. Les noms contre lesquels il a perdu, il y a que du bon nom, tu vois. Brian Ortega, c'était en 2017 dans son ascension. José Aldo, voilà. Corinne Zombie de manière expéditive, mais en 2019, donc là aussi, Corinne Zombie, ancien challenger pour le titre. Fiziev, en pied-point, ouais. Et De Sanchez. C'est tout. Ouais. C'est les noms qui l'ont battu, quoi. Et de l'autre côté, il gagne. En fait, tout ce qui est en dehors du top 12, il gagne. T'as des Stephens, t'as des Qatar, t'as Swanson, ouais, Dober, c'est des belles victoires. Alexander Hernandez qui reste un gars assez dangereux aussi. Voilà, il faut pas le sous-estimer, vraiment pas. Oui, t'es en difficulté, hein, Hernandez. C'était plutôt un combat de relance. Mais ouais, non. Donc c'est clair que, comme tu dis, c'est un combat test. Il a le calibre d'un top 5, il va le passer.
il n'a pas fait Avec ses des ajustements. ajustements, ouais. Il Ouais, n'a c'est pas ça. fait ses ajustements. Moïcano, c'est un gars qui analyse en plus, Moïcano. Hein. Je crois Ouais. qu'il a une chaîne où il fait des analyses de combat sur les paris et tout. Ouais. C'est possible, non? Bah, si son surnom c'est bien Moni Moïcano, ça Ah bah c'est m'étonnerait pas. ça. Ouais. J'ai déjà écouté 2-3 fois ses émissions. J'ai pas encore écouté, mais je sais qu'il est fort dans la rigolade et dans le second degré. Donc, Ouais, moi j'ai écouté. Si vous parlez anglais, c'est vraiment anglais sympa. brésilien. Ouais, non, il a un accent. Ouais, c'est plus accessible pour moi. C'est beaucoup plus accessible. C'est plus accessible que Jack Slack, ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment sympa ces émissions. Et donc voilà, donc c'est un gars qui va analyser. C'est pas un gars qui vient juste pour l'argent ou pour faire un petit séjour à Paris, les amis. Hein. Donc ça sera un très bon combat, ça c'est sûr. Prono préférence? Prono préférence. Prono, moi je vois Benoît Saint-Denis. Je le vois l'emporter au 3e round. Ah, j'aime bien. Avec J'aime bien ce une meilleure gestion. Ouais. Et je le vois plus par TKO. Je le vois difficilement soumettre parce que je m'attends à ce qu'il y ait du sang, tu vois. Et que ça soit difficile, que ça glisse un petit peu. Et donc il va falloir avoir l'intervention de l'arbitre, tu vois. Ouais, Donc j'aimerais bien un finish comme ça, avec des coudes ou un truc dans le genre, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu le même prono. Bah, C'est ouais. vrai? Maintenant, c'est ça. C'est 3e aussi, BSD TKO. Au sol. TKO au sol. Cool. Bon, écoute, ouais. Ma préférence, c'est ce résultat-là, mais effectivement avec les ajustements sur la gestion de l'intensité. Donc vraiment, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que là où il a le plus gros axe d'amélioration, c'est savoir quand mettre son agressivité, son volume, cette intensité, et savoir quand minimiser ça un peu, ce qui devrait aussi lui permettre d'être un tout petit peu plus responsable défensivement, moins précipiter certaines amenées au sol sur lesquelles il s'est déjà fait connecter par le passé, et peut-être moins perdre des positions ou être un peu plus dans le contrôle une fois qu'il a une position très intéressante au sol, un dos alors qu'il reste 3 minutes 30 par exemple, sa capacité à le garder jusqu'au bout du round. Ok. Là, il ne nous reste plus qu'à répondre aux excellentes questions de nos membres dans une vidéo qui sera exclusivement réservée aux membres. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté avec le bouton rejoindre. Venez dans la famille, vous allez voir, c'est chouette. On y parlera surtout de la préparation de Benoît Saint-Denis sans Daniel Warin. Ça représentait de nombreuses questions. Et aussi les matchs à viser et à éviter dans le top en cas de victoire pour Benoît Saint-Denis. On se rejoint tout à l'heure, les membres. Brian, merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ciao.